Quand ils n'arrivent pas à te briser, ils changent de stratégie. Imagine ce moment précis. Tu te tiens debout, le regard fixe, après des semaines, des mois, peut-être même des années à faire face à la tempête. Ils ont tout essayé. Les critiques ouvertes, les attaques frontales, les tentatives d'humiliation publique, les ultimatums. Mais tu as tenu bon, sans fléchir, sans céder, sans même trembler. Et c'est précisément là que commence le véritable test. Car vois-tu, quand les gens ordinaires rencontrent une résistance solide comme le roc, ils ne s'avouent pas vaincus. Non. Ils changent simplement de stratégie. Les attaques directes se transforment en manœuvres subtiles. Les coups frontaux deviennent des pièges invisibles. La guerre ouverte se mue en campagne silencieuse. Tu dois comprendre que ta force est précisément ce qui les pousse à devenir plus insidieux. Ton calme stoïque, cette capacité à absorber la pression sans réagir émotionnellement, les déstabilise profondément. Cela bouleverse leur vision du monde, où chacun devrait plier sous la pression, où chaque être humain possède un point de rupture qu'il suffit de trouver. Les stoïciens l'ont toujours su. Épictète, ancien esclave devenu l'un des plus grands philosophes de l'histoire, écrivait « Quand quelqu'un te met en colère, sache que c'est ton propre jugement qui te met en colère. » Cette sagesse millénaire nous rappelle que notre réaction est notre choix, et c'est précisément ce choix que certains essaieront de te voler. Marc Aurèle, empereur romain et stoïcien, notait dans ses méditations « Tu as le pouvoir de te retirer en toi-même. Nul lieu plus paisible, moins troublé que celui où l'homme trouve refuge dans son âme. » Cette citadelle intérieure, c'est exactement ce qu'ils cherchent maintenant à infiltrer par d'autres moyens. Pourquoi cette obstination de leur part? Parce que ta résilience est un miroir qui leur renvoie leurs propres faiblesses. Ton refus de réagir impulsivement est une démonstration vivante que leur comportement est un choix, pas une fatalité. Et cette vérité est insupportable pour ceux qui préfèrent se voir comme victimes de leurs émotions plutôt que comme leurs maîtres. Alors maintenant, ils vont tenter autre chose. Des tactiques plus raffinées, des approches plus pernicieuses, des méthodes qui visent non plus ton équilibre extérieur, mais ta paix intérieure. Dans cette vidéo, nous allons explorer les 7 stratégies qu'ils déploieront quand ils comprendront qu'ils ne peuvent pas te briser directement. 7 pièges subtils que la philosophie stoïcienne t'a préparé à reconnaître et à déjouer. Te sentir averti, c'est déjà être à moitié protégé. Car comme l'enseignait Sénèque, le coup prévu fait moins mal. Ensemble, nous allons disséquer ces tactiques, non pour développer de la paranoïa, mais pour cultiver une vigilance tranquille. Une conscience claire qui te permettra de rester inébranlable, même face aux manipulations les plus sournoises. Car n'oublie jamais, ce n'est pas en résistant simplement à l'adversité que tu démontres ta force. C'est dans ta capacité à rester fidèle à tes principes quand tous les chemins semblent mener à la compromission. Prépare-toi, renforce ton esprit. Car si tu as résisté à leur tempête, tu dois maintenant apprendre à naviguer dans leur brouillard. Si tu te reconnais dans cette situation, si tu as déjà senti cette pression invisible cherchant à te faire céder, laisse un commentaire avec le mot « vigilance ». Montre que tu es prêt à voir au-delà des apparences. Maintenant, plongeons dans leur premier stratagème, celui qui transforme ta plus grande force en prétendue faiblesse. Ils te dépeindront, comme froid ou sans cœur. Commençons par leur première tactique, celle qui retourne ta maîtrise émotionnelle contre toi. Quand tu refuses de t'emporter, quand tu gardes ton calme face à leurs provocations, ils ne peuvent plus te qualifier de colérique ou d'instable. Alors ils pivotent. Tu n'es plus émotif, tu deviens soudain sans émotion. Tu n'es plus réactif, tu es maintenant indifférent. Tu n'es plus impulsif, tu es désormais calculateur. C'est fascinant, n'est-ce pas? Ta capacité à maintenir ton équilibre intérieur, cette vertu que les stoïciens appelaient ataraxie, est redéfinie comme un défaut de caractère. Ce contrôle émotionnel que tu as mis des années à cultiver est maintenant présenté comme une forme de froideur inhumaine. Marc Aurèle avait anticipé cette stratégie quand il écrivait « Ne te soucie pas de ce que les autres pensent de toi. Ce qui compte, c'est ce que tu penses de toi-même. » Il savait que ta valeur ne dépend pas des étiquettes que d'autres tentent de te coller. Cette tactique est particulièrement efficace car elle joue sur une peur profondément humaine, celle d'être perçu comme différent, comme étranger au groupe. Nous sommes des créatures sociales, et l'ostracisme a toujours été l'une des punitions les plus redoutées. En te dépeignant comme froid ou robotique,
Ils espèrent créer un fossé entre toi et les autres, une distance psychologique qui pourrait te pousser à abandonner ton contrôle pour prouver ton humanité. Et c'est là que réside le piège. Car en réagissant à cette accusation, en tentant de démontrer ta chaleur émotionnelle, tu risques précisément d'abandonner cette posture stoïque qui te protège. Tu entrerais dans leur jeu, validant implicitement leur droit de définir qui tu dois être. Prenons un exemple concret. Imagine une situation au travail où tu refuses calmement de participer à des commérages négatifs. Plutôt que d'admirer ton intégrité, certains collègues commencent à murmurer que tu te crois trop bien pour eux, que tu es froid ou jugeant en silence. Ils transforment ton choix éthique en défaut de personnalité. Ce qui se passe réellement, ton refus de te joindre à leur comportement est un rappel constant que ce comportement est un choix, et ce rappel crée un inconfort, une dissonance cognitive qu'ils cherchent à résoudre non pas en remettant en question leurs propres actions, mais en remettant en question ton caractère. Comment la philosophie stoïcienne te guide-t-elle face à cette situation? Épictète nous offre la réponse. Si quelqu'un te rapporte qu'un tel parle mal de toi, ne te défends pas contre ce qu'on te rapporte, mais réponds « Il ne connaît pas mes autres défauts, sinon il n'aurait pas parlé seulement de ceux-là. » Cette réponse humoristique cache une profonde sagesse. Ne laisse pas les autres définir les termes du débat. Ta mission n'est pas de corriger leur perception. Tu n'as pas besoin de prouver ta chaleur humaine à ceux qui cherchent à te déstabiliser. La véritable chaleur humaine se manifeste dans tes actions quotidiennes, dans ta bienveillance constante, dans ton intégrité, pas dans des explosions émotionnelles qui serviraient leur agenda. Sénèque disait « L'homme sage n'est pas celui qui ne ressent rien, mais celui qui choisit comment il réagit à ce qu'il ressent. » C'est cette nuance qu'ils cherchent à effacer. Ils veulent te présenter comme insensible, alors que tu es simplement en contrôle de tes réactions. Ils confondent volontairement impassibilité et indifférence. Comprends bien, cette tactique fonctionne particulièrement bien sur les âmes nobles. Si tu es naturellement empathique, l'idée d'être perçu comme froid peut te terrifier. C'est cette terreur qu'ils exploitent. Ils savent que les personnes les plus bienveillantes sont souvent les plus vulnérables à cette accusation particulière. Alors, comment répondre? En restant fidèle à ta mission intérieure. En continuant à agir avec intégrité et bienveillance, sans chercher à te justifier. Les stoïciens nous enseignent que nos actions parlent plus fort que nos protestations. Ta cohérence dans le temps révélera la vérité sur ton caractère bien mieux que toute défense verbale. Ta valeur ne dépend pas de leur validation. Ta chaleur humaine n'a pas besoin de leur reconnaissance pour exister. Comme l'eau qui coule sans se soucier qu'on la qualifie de mouillée ou non, continue simplement à être qui tu es. Prends un moment pour réfléchir. As-tu déjà été qualifié de froid ou d'insensible, précisément quand tu refusais de t'emporter? Si c'est le cas, partage ton expérience en commentaire avec SC-Force Calm. Tu verras que tu n'es pas seul à faire face à cette tactique. Maintenant, préparons-nous à explorer leur deuxième stratégie, plus sociale et peut-être encore plus insidieuse. Ils t'isoleront socialement. Passons maintenant à leur deuxième tactique, plus subtile et profondément humaine, l'isolement social. Celui qu'on ne peut pas contrôler, on l'éloigne. Cette vérité résonne à travers les âges et les stoïciens l'avaient déjà bien comprise. Imagine la scène. Tu as résisté à leur tentative de manipulation émotionnelle. Tu es resté fidèle à tes principes malgré la pression. Face à cette résistance, ils passent à une stratégie plus perfide. Te couper progressivement de ton environnement social. Comment procèdent-ils? Rarement de façon brutale ou évidente. C'est un art de l'exclusion pratiqué avec une subtilité presque imperceptible. Des invitations qui se perdent, des réunions reprogrammées sans t'avertir, des conversations qui s'arrêtent mystérieusement quand tu approches, des décisions prises en ton absence puis présentées comme consensuelles, des informations cruciales partagées avec tous, sauf toi. Sénèque observait déjà ce phénomène à la cour impériale. Ce n'est pas l'exil qui est cruel, mais la peur de l'exil. Il joue précisément sur cette peur ancestrale de l'exclusion. Nous sommes, après tout, des êtres sociaux. Notre cerveau est programmé pour ressentir l'exclusion sociale comme une douleur physique. Des études en neurosciences ont même démontré que les mêmes régions cérébrales s'activent lors d'une douleur physique et lors d'un rejet social. Cette tactique est particulièrement redoutable car elle crée un dilemme cornélien.
Maintenir ton intégrité au prix d'une solitude grandissante ou sacrifier tes principes pour regagner l'acceptation du groupe? C'est un choix que personne ne devrait avoir à faire, et pourtant, c'est exactement ce qu'ils tentent de t'imposer. Prenons l'exemple d'un environnement professionnel toxique, où tu refuses de participer aux jeux politiques ou aux comportements non éthiques. Progressivement, tu remarques que tu n'es plus convié aux déjeuners informels où se prennent pourtant des décisions importantes. Tes suggestions en réunion sont ignorées, puis reprises par d'autres qui en récoltent le mérite. Tes collègues semblent partager des plaisanteries auxquelles tu n'es plus convié. Ou dans un cercle d'amis, où tu as peut-être pris position contre des comportements que tu jugeais inacceptables. Soudain, les sorties se font sans toi. Les messages de groupe diminuent. On te répond poliment, mais brièvement. Tu deviens peu à peu un fantôme dans ta propre communauté. Face à cette situation, la tentation est grande de céder, de se conformer pour retrouver sa place. Ou pire encore, d'adopter une posture cynique et de se convaincre que les relations humaines ne valent pas la peine d'être cultivées. Ces deux réactions sont précisément ce qu'ils espèrent provoquer. Mais la philosophie stoïcienne offre une troisième voie. Épictète nous rappelle « N'essaie pas de faire en sorte que les événements arrivent comme tu le veux, mais veuille les événements comme ils arrivent. » Cette acceptation n'est pas de la résignation passive, mais une posture active qui te permet de transformer l'adversité en opportunité. Marc Aurèle allait plus loin en écrivant « Retire-toi en toi-même ». C'est le propre de l'être raisonnable de n'agir que selon sa propre motivation et sa propre pensée. Il nous invite à trouver notre valeur non pas dans l'approbation externe, mais dans notre cohérence interne. Comprends bien que ton isolement n'est pas un échec, c'est paradoxalement une preuve de ton indépendance et de ton courage moral. Comme le disait Sénèque, la vérité n'a jamais été populaire. Si tu es isolé pour avoir refusé de compromettre tes principes, cela en dit plus sur la qualité de l'environnement que tu quittes que sur ta valeur personnelle. Comment réagir concrètement face à cette tactique d'isolement? D'abord, reconnais-la pour ce qu'elle est, une tentative de manipulation, pas une conséquence naturelle de ton caractère. Cette clarté est essentielle pour préserver ton estime de soi. Ensuite, utilise ce temps d'isolement pour cultiver des relations plus authentiques ailleurs. Les stoïciens valorisaient la qualité des relations plutôt que leur quantité. Une seule relation basée sur la vertu et l'authenticité vaut mieux qu'une centaine fondée sur les compromissions. Enfin, rappelle-toi que les marées sociales changent. Ceux qui aujourd'hui t'isolent pourront demain admirer ta constance. Comme le notait Musonius Rufus, il est préférable d'être ridiculisé pour avoir fait ce qui est juste que d'être loué pour avoir fait ce qui est injuste. L'isolement social est temporaire. L'intégrité personnelle est éternelle. Réfléchis maintenant. As-tu déjà senti ce phénomène d'isolement progressif après avoir tenu fermement à tes principes? Si c'est ton cas, laisse en commentaire le mot « indépendance ». Nous construirons ensemble une communauté de personnes qui comprennent que la solitude temporaire est parfois le prix de l'authenticité. Préparons-nous maintenant à explorer leur troisième stratégie qui vise non plus ta place dans le groupe, mais directement ton image publique. Ils chercheront à te dévaloriser, indirectement. Avançons vers leur troisième stratégie, plus pernicieuse encore, la dévalorisation indirecte. Quand ils ne peuvent pas te détruire, ils tentent de détruire ton image. Cette tactique se déploie dans l'ombre, loin des confrontations ouvertes, tissant un réseau subtil de perceptions altérées autour de toi. Remarque comme cette approche est différente des précédentes. Elle ne vise plus à provoquer ta réaction, ni même à t'isoler physiquement. Elle cherche à éroder quelque chose de plus précieux encore. La perception que les autres ont de toi, ton capital social, ta réputation, ce que les Romains appelaient la dignitas. Comment se manifeste cette stratégie? Par une constellation de petits gestes apparemment anodins, des compliments empoisonnés. Il est tellement rigoureux, parfois un peu trop, mais bon. Des questions innocentes qui sèment le doute. Tu as remarqué comme il insiste toujours pour faire les choses à sa façon. Des anecdotes tronquées qui te dépeignent sous un jour défavorable. Des soupirs à peine perceptibles quand ton nom est mentionné, des regards entendus échangés par d'autres quand tu prends la parole. Ce qui rend cette tactique particulièrement efficace, c'est qu'elle ne te laisse rien de tangible à quoi répondre. Comment peux-tu te défendre contre un haussement d'épaule, un sourire en coin ou un « ce n'est rien » murmuré après ton départ,
c'est comme combattre des ombres. Chaque coup que tu portes ne fait que te fatiguer davantage. Marc Aurèle semblait anticiper ces situations quand il écrivait « La meilleure vengeance est de ne pas devenir comme ton ennemi ». Il comprenait que la tentation serait grande de riposter avec les mêmes armes, de tomber dans le jeu des rumeurs et des insinuations. Mais cette voie ne mène qu'à l'abaissement mutuel, jamais à l'élévation personnelle. Prenons un exemple concret. Dans un environnement professionnel, tu as peut-être refusé de participer à des pratiques douteuses ou de cautionner des décisions éthiquement discutables. Ne pouvant t'attaquer directement pour cette position honorable, certains commencent à distiller subtilement l'idée que tu es rigide, difficile à satisfaire ou pas vraiment un joueur d'équipe. Ces critiques ne visent pas tes actions spécifiques, mais ton caractère même. Elles cherchent à transformer ta vertu en défaut. Ou dans un cercle social, après avoir tenu bon sur une question de principe, tu remarques des commentaires comme « elle est un peu intense sur ces sujets » ou « on doit faire attention à ce qu'on dit autour de lui, elle ». Ces remarques créent une perception déformée où ta conviction devient de l'intolérance, ta cohérence du dogmatisme. Face à cette stratégie, la réaction instinctive serait de te défendre, d'expliquer, de justifier. Mais les stoïciens nous montrent une voie plus puissante. Épictète conseillait « Si quelqu'un te dit que telle personne parle mal de toi, ne te défends pas contre ce qu'on te rapporte, mais réponds « Il ignorait sans doute mes autres défauts, sinon il n'aurait pas mentionné seulement cela. » Cette réponse désarme par son humilité et son humour, tout en refusant d'entrer dans le jeu de la contre-attaque. Pourquoi cette approche est-elle si efficace? Parce qu'elle rompt le cycle de l'escalade. Elle démontre une force intérieure que les rumeurs ne peuvent atteindre. Plus profondément, elle révèle une vérité fondamentale de la philosophie stoïcienne. Ta valeur ne réside pas dans l'opinion des autres, mais dans la qualité de tes choix et la noblesse de ton caractère. Sénèque renforçait cette idée. L'opinion de la foule est une preuve de la pire qualité. Cherchons ce qui est le meilleur, non ce qui est le plus courant. Il nous rappelle que la popularité et la vérité suivent rarement le même chemin. Comment réagir concrètement face à cette dévalorisation indirecte? Premièrement, ne réponds jamais. Chaque tentative de défense ne fait que donner substance aux critiques et prolonger leur vie. Deuxièmement, comprends que leur besoin de te salir est paradoxalement une reconnaissance de ton élévation. Comme le disait Sénèque, les arbres les plus exposés au vent développent les racines les plus profondes. Troisièmement, concentre-toi sur tes actions plutôt que sur ta réputation. La vérité de qui tu es s'exprime dans ce que tu fais, pas dans ce qu'on dit de toi. Avec le temps, les actions parlent invariablement plus fort que les mots. Cette tactique de dévalorisation indirecte révèle souvent plus sur ceux qui l'emploient que sur toi. Elle témoigne d'une insécurité profonde face à ton intégrité, d'une incapacité à t'affronter ouvertement et parfois même d'une admiration inavouée pour ta force de caractère. Comme l'observait Marcus Aurelius, quelle est la valeur d'un homme? Elle se mesure à ce qu'il donne, non à ce qu'il est capable d'obtenir. Par ta constance face à ces attaques insidieuses, tu démontres précisément la force qu'ils cherchent à nier. Prends un instant pour réfléchir. As-tu déjà senti qu'on tentait de diminuer ta valeur par des remarques indirectes après que tu aies fait preuve de fermeté? Si c'est le cas, partage en commentaire avec le mot « transparence ». Ensemble, rappelons-nous que les ombres ne peuvent exister que là où la lumière est bloquée. Préparons-nous maintenant à explorer leur quatrième tactique, peut-être la plus épuisante de toutes. Ils essayeront de te fatiguer émotionnellement. Entrons maintenant dans leur quatrième stratégie, peut-être la plus sournoise de toutes, l'usure émotionnelle. L'usure émotionnelle est leur dernier poison. Cette tactique ne mise plus sur l'intensité, mais sur la durée. Non pas sur la force d'un coup unique, mais sur l'accumulation de 1000 petites piqûres. Imagine un scénario où tu as démontré ta résilience face aux attaques directes. Tu as maintenu ton calme stoïque devant les provocations. Tu as accepté ton isolement social comme le prix de ton intégrité. Tu es resté digne face aux tentatives de dévalorisation indirecte. Que leur reste-t-il? La guerre d'usure. Cette stratégie repose sur une vérité fondamentale de la psychologie humaine. Même les ressources émotionnelles les plus abondantes ne sont pas infinies. Comme une goutte d'eau qui, à force de tomber toujours au même endroit, finit par creuser la pierre la plus dure,
Ils espèrent que l'accumulation de micro-stress finira par éroder ta détermination. Comment se manifeste cette usure au quotidien? Par une constellation de petites frictions, des délais systématiquement non respectés qui te forcent à constamment réajuster tes plans, des promesses faites puis oubliées, des informations cruciales partagées tardivement, des urgences artificielles créées juste avant un week-end, des questions déjà résolues qui ressurgissent sans cesse, des problèmes mineurs qui mystérieusement deviennent toujours ta responsabilité. Chacun de ces incidents, pris isolément, semble trop insignifiant pour mériter une réaction. C'est précisément ce qui rend cette tactique si redoutable. Elle opère sous le seuil de la confrontation explicite. Tu te retrouves dans cette position impossible. Réagir te fait paraître excessif, ne pas réagir te condamne à l'épuisement progressif. Les stoïciens avaient parfaitement identifié ce danger. Sénèque nous avertissait, « Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. » Il nous invite à reconnaître le pouvoir de notre perception dans la définition même de ce qui constitue une difficulté. Marc Aurèle, qui connaissait intimement les manœuvres de cour en tant qu'empereur, écrivait dans ses Méditations « Si tu es distrait par quelque chose d'extérieur, la faute n'en est pas à l'objet, mais à ton jugement sur cet objet. Et ce jugement, il est en ton pouvoir de l'effacer sur le champ. » Il nous rappelle notre pouvoir fondamental, celui de choisir comment nous interprétons les événements qui nous arrivent. Prenons un exemple concret dans un environnement professionnel. Tu as peut-être remarqué comment certaines personnes s'arrangent toujours pour que les tâches les plus ingrates, les clients les plus difficiles ou les projets les plus problématiques se retrouvent systématiquement sur ton bureau. Ou comment les réunions sont toujours programmées aux moments les moins convenables pour toi. Ou encore, comment tes contributions sont constamment soumises à un niveau d'examen que les autres ne subissent pas. Dans la sphère personnelle, cette usure peut prendre la forme d'amis ou de proches qui créent constamment des drames dont la résolution finit invariablement par exiger ton intervention. Ou qui pratiquent l'art subtil de transformer chaque interaction en épreuve émotionnelle qui te laisse vider, sans qu'il y ait eu de conflit explicite. Face à cette stratégie, la tentation est grande de tomber dans l'un des deux extrêmes. Soit exploser de frustration après une accumulation trop longue, ce qui semble alors disproportionné aux yeux des autres, soit s'enfermer dans une résignation amère qui érode progressivement ta joie de vivre et ton engagement. La voie stoïcienne propose une alternative plus puissante. Épictète nous guide. Souviens-toi que tu es un acteur dans une pièce, tel que l'auteur l'a voulu. Si ton rôle est court, joue le court. S'il est long, joue le long. S'il veut que tu joues un mendiant, joue même ce rôle avec excellence. Cette perspective nous rappelle que nous pouvons choisir comment nous interprétons et jouons notre rôle, même dans les circonstances les plus éprouvantes. Comment résister concrètement à cette usure émotionnelle? D'abord, par la conscience. Reconnaître la stratégie pour ce qu'elle est, non pas une série de coïncidences malheureuses, mais une tentative délibérée de t'épuiser, c'est déjà la désamorcer partiellement. Ensuite, par la gestion de ton énergie. Les stoïciens nous enseignent à distinguer ce qui dépend de nous et ce qui n'en dépend pas. Ton énergie émotionnelle est une ressource précieuse. Apprends à l'investir uniquement dans ce qui est sous ton contrôle et à accepter avec sérénité ce qui ne l'est pas. Enfin, par la pratique délibérée du ressourcement. Sénèque conseillait des périodes de retraite régulières. Nous devons nous ménager de temps à autre des retraites dans la solitude. Dans la solitude, nous trouvons des détails qui nous échappaient dans la foule. Ces moments de connexion avec toi-même sont essentiels pour renouveler tes ressources intérieures. L'usure émotionnelle compte sur ta fatigue pour te faire abandonner tes principes. En conservant ton énergie comme une ressource sacrée, tu transformes leur stratégie d'épuisement en une opportunité de démontrer ta durabilité. Réfléchis maintenant. As-tu déjà ressenti cette accumulation de petites tensions visiblement orchestrées pour te fatiguer? Si c'est ton cas, partage en commentaire le mot « endurance ». Rappelons-nous mutuellement que la résistance à long terme est une forme de courage que peu possèdent. Préparons-nous maintenant à explorer leur 5e tactique, celle qui utilise le silence comme une arme. Ils te testeront par la provocation passive. Abordons maintenant leur 5e stratégie, plus insidieuse encore, la provocation passive. Les silences hostiles sont des tests, pas des vérités. Cette tactique utilise le vide,
l'absence et le non-dit comme des armes psychologiques d'une redoutable efficacité. Imagine la scène. Après avoir résisté à leurs attaques directes, supporté l'isolement, ignoré les tentatives de dévalorisation et résisté à l'usure émotionnelle, tu fais maintenant face à une forme de résistance plus subtile, celle du vide. Les messages restent sans réponse. Les salutations sont accueillies par un hochement de tête à peine perceptible. Les questions professionnelles légitimes rencontrent des réponses monosyllabiques ou des promesses vagues de revenir vers toi plus tard. Cette stratégie est particulièrement déstabilisante car elle exploite notre besoin fondamental de connexion et de clarté. Le cerveau humain déteste l'ambiguïté. Face à un vide, il cherche compulsivement à le remplir. Face à un silence, il imagine des monologues entiers. Face à une absence, il élabore des scénarios complexes pour l'expliquer. Les stoïciens avaient parfaitement identifié cette vulnérabilité. Épictète observait « Les hommes sont tourmentés non pas par les choses, mais par les opinions qu'ils ont des choses ». Dans le cas de la provocation passive, c'est précisément l'espace laissé à l'interprétation qui devient le terrain fertile de notre tourment. Prenons un exemple concret. Dans un contexte professionnel, tu as peut-être défendu une position éthique qui n'était pas populaire, mais nécessaire. Au lieu d'affronter directement ton argument, certains collègues commencent à pratiquer une forme d'absence stratégique. Ils oublient de te mettre en copie des emails importants. Ils développent soudain une incapacité mystérieuse à te voir quand tu entres dans une pièce. Tes contributions en réunion sont suivies d'un silence gêné avant qu'une autre personne ne change abruptement de sujet. Ou dans un cercle social, après avoir exprimé fermement tes limites ou défendu tes valeurs, tu remarques que certaines personnes deviennent soudain occupées quand tu proposes des plans. Tes messages dans le groupe restent sans réaction, alors que ceux des autres génèrent une cascade d'émojis enthousiastes. Tes publications sur les réseaux sociaux, habituellement commentées, tombent mystérieusement dans un vide numérique. Ce qui rend cette tactique particulièrement efficace, c'est qu'elle crée un double piège psychologique. Si tu ignores ces comportements, tu risques de te retrouver progressivement marginalisé. Si tu les confrontes, tu passes facilement pour quelqu'un de paranoïaque ou d'hypersensible. Après tout, comment peut-on accuser quelqu'un de ne pas répondre assez vite ou de ne pas sourire suffisamment? Face à cette provocation passive, la philosophie stoïcienne offre une boussole précieuse. Marc Aurèle conseillait « Ne te laisse pas emporter par l'impression générale, mais concentre-toi sur chaque détail ». Cette approche nous invite à distinguer les faits objectifs de nos interprétations émotionnelles. Sénèque ajoutait « Nous souffrons plus souvent en imagination qu'en réalité ». Cette observation est particulièrement pertinente face au silence hostile qui tire sa force précisément de l'espace qu'il laisse à notre imagination pour construire des scénarios catastrophiques. Comment réagir concrètement à cette provocation passive? D'abord, par la lucidité. Reconnais la tactique pour ce qu'elle est, un test de ta stabilité émotionnelle, pas une condamnation de ta valeur. Comprends que ces silences hostiles sont des hameçons lancés dans l'espoir que tu mordes. Ensuite, par la patience stratégique. Les stoïciens valorisaient la capacité à attendre le bon moment pour agir, ou parfois à ne pas agir du tout. Comme le suggérait Épictète, parfois, il vaut mieux rester silencieux que de parler. Dans le cas de la provocation passive, ta non-réaction peut être la réponse la plus puissante. Rappelle-toi que le temps est ton allié dans cette situation. Les provocations passives perdent leur pouvoir quand elles ne génèrent pas la réaction espérée. Comme un feu privé d'oxygène, elles finissent par s'éteindre d'elles-mêmes si tu refuses de leur fournir le combustible de ta réaction émotionnelle. Plus profondément, cette stratégie t'offre l'opportunité de pratiquer l'une des vertus cardinales du stoïcisme, l'autosuffisance. Sénèque écrivait « Si tu veux être aimé, aime ». Cette injonction nous rappelle que notre bien-être ne devrait pas dépendre de la validation externe, mais de notre capacité à générer notre propre valeur et notre propre sérénité. Cette forme de provocation passive révèle souvent une vérité paradoxale. Ceux qui t'ignorent ostensiblement sont précisément ceux qui sont les plus obsédés par tes réactions. Leur silence n'est pas de l'indifférence. C'est une forme d'attention négative intensément focalisée sur toi, dans l'espoir de provoquer une fissure dans ton armure de sérénité. En maintenant ton équilibre face à cette tactique, tu démontres une forme supérieure de force.
celle qui ne dépend pas de la réactivité des autres pour exister. Comme l'observait Marc Aurèle, le bonheur de ta vie dépend de la qualité de tes pensées. En refusant de laisser les silences hostiles coloniser tes pensées, tu préserves cet espace intérieur sacré que les stoïciens considéraient comme le véritable siège de la liberté humaine. Prends un moment pour réfléchir. As-tu déjà ressenti ce silence hostile, cette absence calculée comme une tentative de te déstabiliser? Si c'est ton cas, partage en commentaire le mot sérénité. Ensemble, rappelons-nous que notre paix intérieure ne dépend pas des réactions des autres. Préparons-nous maintenant à explorer leur 6e stratégie, celle qui tente de transformer ton propre esprit en terrain de sabotage. Ils espéreront que tu t'auto-sabotes. Plongeons maintenant dans leur 6e stratégie, peut-être la plus insidieuse car elle vise à transformer ton propre esprit en allié de tes adversaires. L'auto-sabotage induit. Quand tu ne réagis plus, ils espèrent que tu t'écroules seul. Cette tactique ne vise plus à te provoquer ou à t'user. Elle cherche à implanter en toi les graines de ta propre défaite. Après avoir résisté à leurs attaques frontales, supporté l'isolement social, ignoré la dévalorisation indirecte, résisté à l'usure émotionnelle et maintenu ton calme face aux provocations passives, tu fais maintenant face à leur ultime manœuvre psychologique. Faire de ton propre esprit leur champ de bataille. Comment procèdent-ils? En semant systématiquement des doutes subtils. Est-ce que tu es vraiment sûr de ta décision? Personne d'autre ne semble penser comme toi. C'est intéressant que tu sois le seul à voir les choses ainsi. Ces phrases, lancées comme en passant, sont conçues non pas pour engager une discussion sincère, mais pour implanter un germe de doute qui grandira dans la solitude de tes pensées. Les stoïciens avaient parfaitement identifié ce danger. Épictète avertissait: « Ce qui nous trouble, ce ne sont pas les choses elles-mêmes, mais les opinions que nous avons sur ces choses. » Cette observation profonde révèle le mécanisme même de l'auto-sabotage. Ce ne sont pas les événements extérieurs qui nous déstabilisent, mais les narratifs que nous construisons autour d'eux. Prenons un exemple concret. Dans un environnement professionnel, tu as peut-être défendu une position éthique ou proposé une innovation que d'autres résistent à adopter. Au lieu de s'opposer ouvertement à toi, certains commencent à distiller des commentaires comme « C'est une approche intéressante, mais peut-être un peu trop idéaliste pour notre contexte » ou « Je me demande si tu as bien considéré toutes les implications ». Ces remarques ne contiennent aucune critique substantielle que tu pourrais réfuter. Elles sont conçues uniquement pour semer un doute qui grandira en toi jusqu'à ce que tu commences à te remettre en question. Ou dans un contexte personnel, après avoir établi une limite saine dans une relation, tu pourrais entendre des phrases comme « Je comprends ton besoin d'espace, mais est-ce vraiment ce que font des personnes qui tiennent l'une à l'autre ?» Ou « Je respecte ta décision, mais je m'inquiète que tu finisses seul avec cette attitude. » Ces insinuations visent à créer un conflit interne entre tes besoins authentiques et ta peur de l'abandon ou du jugement. Ce qui rend cette tactique particulièrement efficace, c'est qu'elle opère principalement en ton absence. Une fois la graine du doute plantée, elle ne nécessite plus leur présence active pour croître. Ton propre esprit devient le terreau fertile où leurs insinuations se développent, souvent à ton insu. Marc Aurèle semblait anticiper cette stratégie quand il écrivait « Très bientôt, tu seras mort et tu n'auras pas encore appris à être simple, tranquille, ni certain que rien ne peut te nuire venant de l'extérieur de ton jugement. » Cette réflexion nous rappelle que notre jugement, notre faculté d'évaluation et d'interprétation, est la dernière ligne de défense contre les manipulations extérieures. Comment résister efficacement à cette tentative d'auto-sabotage? D'abord, par la conscience vigilante de tes propres pensées. Les stoïciens pratiquaient l'examen de conscience quotidien, une forme de méditation rétrospective qui permet d'identifier les influences extérieures qui ont coloré nos jugements durant la journée. Sénèque nous guide. Chaque soir, je soumets ma journée à un tribunal intérieur. Qu'as-tu guéri aujourd'hui? De quel défaut t'es-tu débarrassé? En quoi es-tu devenu meilleur? Cette pratique d'auto-examen te permet d'identifier et de déraciner les doutes implantés par d'autres avant qu'ils ne prennent racine. Ensuite, par la distinction claire entre critique constructive et manipulation destructive. La critique authentique vise à améliorer, elle s'accompagne de suggestions concrètes et respecte ton autonomie. La manipulation vise à déstabiliser, elle reste vague
et cherche à induire une dépendance émotionnelle. Enfin, par la protection active de ton environnement mental. Les stoïciens nous enseignent que si nous ne pouvons pas toujours choisir ce qui nous arrive, nous pouvons choisir à quoi nous prêtons attention et comment nous l'interprétons. Sélectionne avec soin les voies auxquelles tu permets d'accéder à ton esprit. Certaines méritent d'être écoutées, d'autres doivent être tenues à distance. Épictète conseillait « Fais de toi un gardien vigilant posté à la porte de ton esprit et ne laisse entrer aucune pensée sans l'avoir d'abord interrogée. » Cette vigilance n'est pas de la paranoïa, c'est une forme de souveraineté mentale, une affirmation que ton esprit t'appartient à toi seul. L'ironie de cette stratégie d'autosabotage, c'est qu'elle révèle une forme de respect paradoxal. Si tes adversaires en sont réduits à espérer que tu t'écroules de toi-même, c'est qu'ils ont reconnu qu'ils ne peuvent pas te vaincre directement. Comme l'observait Sénèque, on ne tente pas de corrompre ce qui n'a pas de valeur. En protégeant ton mental comme ta forteresse ultime, tu transformes leur stratégie la plus subtile en une opportunité de renforcer ta clarté intérieure. Car comme le rappelait Marc Aurèle, l'homme qui a un but ferme peut façonner le monde à sa volonté. Cette fermeté de but, cette clarté d'intention, est précisément ce que la tactique d'autosabotage cherche à éroder. Prends un moment pour réfléchir. As-tu déjà ressenti ces doutes implantés, ces graines de sabotage semées dans ton esprit par d'autres? Si c'est ton cas, partage en commentaire le mot lucidité. Ensemble, affirmons notre droit à la clarté mentale et à l'autodétermination. Préparons-nous maintenant à explorer leur 7e et dernière stratégie, celle qui mise sur le facteur temps pour t'épuiser. Ils attendent que tu abandonnes. Par lassitude. Arrivons à leur 7e et ultime stratégie, celle qui mise tout sur le pouvoir érosif du temps, l'attente passive jusqu'à ton abandon. La plus grande victoire, c'est de durer. Cette tactique, d'une simplicité trompeuse, repose sur un calcul froid. Que ton courage, même le plus admirable, possède une date d'expiration. Après avoir résisté à leurs attaques directes, supporté l'isolement, ignoré la dévalorisation, résisté à l'usure émotionnelle, maintenu ton calme face aux provocations passives et protégé ton esprit contre l'auto-sabotage, tu fais face à leur dernière carte, le pari sur ta fatigue existentielle. Cette stratégie ne nécessite plus d'efforts actifs de leur part. Ils ont simplement compris que maintenir une posture de principe dans un monde indifférent ou hostile exige une énergie constante. Comme l'eau qui, goutte à goutte, finit par creuser la pierre la plus dure, ils espèrent que le temps érodera ta détermination, que la répétition des jours te fera oublier pourquoi tu as commencé ce combat. Les stoïciens avaient parfaitement identifié ce danger. Sénèque observait « Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. » Cette réflexion nous rappelle que la perception de difficulté augmente proportionnellement à notre fatigue. Ce qui semblait un défi stimulant peut devenir un fardeau insupportable quand notre énergie s'épuise. Prenons un exemple concret dans un contexte professionnel. Tu as peut-être pris position contre une pratique non éthique dans ton organisation. Après avoir tenté de te faire plier par divers moyens, certains adoptent simplement une posture d'attente passive. Ils continuent comme si de rien n'était, ignorant ostensiblement tes objections, pariant que tu finiras par te fatiguer de rappeler les mêmes principes sans voir de changement. Leur stratégie ? Attendre que la normalisation du problème et l'épuisement de ta vigilance te conduisent progressivement à l'acceptation tacite. Ou, dans une relation personnelle, après avoir clairement établi une limite que l'autre personne refuse de respecter, tu pourrais faire face à un mélange de promesses vagues et d'inaction concrète. Pas de conflit ouvert, juste une résistance passive qui s'étire dans le temps, pariant que ton besoin de paix finira par l'emporter sur ton besoin de respect. Ce qui rend cette tactique particulièrement redoutable, c'est qu'elle exploite une asymétrie fondamentale. Maintenir un engagement éthique demande une vigilance constante. L'abandonner ne requiert qu'un moment de fatigue. Comme l'observait Épictète, d'abord, dis-toi ce que tu veux être, puis fais ce que tu dois faire. Cette instruction nous rappelle que nos actions doivent constamment refléter nos valeurs profondes, une discipline qui exige une attention soutenue. Comment résister efficacement à cette stratégie de l'attente ? D'abord, par la conscience que la persévérance n'est pas une ligne droite, mais une spirale. Il y aura des moments où tu sembleras revenir au même point, mais avec une perspective plus élevée. Marc Aurèle nous guide.
Ne te décourage pas si tu dois revenir plusieurs fois à la même vertu. Il ne s'agit pas d'une répétition, mais d'un renforcement. Ensuite, par la redéfinition de ce que signifie gagner. Les stoïciens nous enseignent que la victoire véritable ne réside pas dans le résultat extérieur, mais dans la fidélité à nos principes. Comme le disait Sénèque, le succès n'est pas de ne jamais échouer, mais de ne jamais cesser de se relever. Cette perspective transforme chaque jour où tu maintiens ta position en une victoire en soi, indépendamment de l'acceptation extérieure. Enfin, par la pratique délibérée du renouvellement intérieur. Les stoïciens valorisaient les rituels quotidiens de reconnexion avec nos valeurs fondamentales. Ces moments de réflexion et de réaffirmation servent de contrepoids à l'érosion naturelle de la motivation que le temps peut provoquer. Épictète conseillait « Ne dis jamais que tu as perdu quelque chose, mais que tu l'as rendu. Ton enfant est mort, il a été rendu. Ta femme est morte, elle a été rendue. » Cette pratique de détachement nous rappelle que rien ne nous est dû en permanence, y compris l'énergie nécessaire pour défendre nos positions. Cette énergie doit être consciemment renouvelée chaque jour. L'ironie de cette stratégie d'attente, c'est qu'elle révèle une forme d'impuissance. Si tes adversaires en sont réduits à espérer que le temps fasse leur travail, c'est qu'ils ont reconnu ne pas avoir les moyens de te vaincre directement. Comme l'observait Marc Aurèle, le temps est une rivière qui emporte tout, mais l'âme reste. En avançant à pas lents mais constants, tu transformes leur pari sur ta lassitude en une démonstration de ta durabilité. Car comme le rappelait Sénèque, ce n'est pas la vitesse, mais la constance qui importe. Cette persévérance silencieuse devient ainsi non seulement ta défense, mais ton message le plus puissant. Ce que tes adversaires ne comprennent pas, c'est que la véritable résilience n'est pas une ressource limitée qui s'épuise, mais une compétence qui se renforce avec la pratique. Chaque jour où tu maintiens ta position malgré l'adversité, tu ne t'affaiblis pas, tu te renforces.